Salut, comment ça va YouTube? J'espère que tu te portes bien. Si tu me découvres, je m'appelle Jean-Luc Ratiscol, je suis coach pour entrepreneurs et aussi pour artistes sur la partie vision et mindset. Je suis également cofondateur d'un SaaS qui s'appelle Member, qui te permet de créer et de monétiser des communautés en ligne hors réseaux sociaux. Et je suis également facilitateur en design thinking. J'ai envie de te faire cette capsule vidéo pour te parler du design thinking. Donc peut-être que tu as recherché design thinking, tu es tombé sur ma vidéo, peut-être que tu me suis, tu connais pas ce que c'est le design thinking. Si tu connais pas ce que c'est le design thinking, c'est une technique qui va te permettre de trouver des idées et surtout de faire valider tes idées. Alors ça va beaucoup parler notamment pour les entrepreneurs. Et j'ai eu une révélation il n'y a pas plus tard qu'hier. Alors je te parle beaucoup de mes révélations ces derniers temps, parce qu'en fait ça en fait partie. Je discutais, je crois, avec une personne. En fait, avec deux personnes, je discutais déjà avec mon associé. Ça, c'est le premier point. Et je vais discuter aussi avec une autre personne où je parlais de design thinking. Et je me rends compte que tout le monde ne connaît pas le design thinking, ou du moins connaît un peu de loin, quoi. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que c'est quand même des entrepreneurs, hein. C'est quand même des entrepreneurs. Ils connaissent de loin le design thinking. Alors pour moi, en tout cas pour moi, le design thinking, c'est un peu la base de la base de la base de l'entrepreneuriat. Si aujourd'hui tu es entrepreneur et que tu n'utilises pas des méthodes de design thinking, je ne sais pas comment tu fais en fait. Vraiment, parce que quand tu regardes, je t'invite à taper design thinking, etc., startup, machin, tu verras que toutes les startups qui ont réussi ont utilisé le design thinking. Et j'ai accompagné des entrepreneurs sur leur début de startup. Et ils n'utilisaient pas le design thinking. Et je me dis, mais attends, mais c'est quand même bizarre. Et je pense que peut-être que ça fait partie de la culture. Peut-être que ça se fait beaucoup aux États-Unis, beaucoup moins en France. Pourquoi? J'en sais rien. En tout cas, voilà, je voulais te faire une vidéo aujourd'hui sur ça. Donc, qu'est-ce que le design thinking, quoi? À quoi ça sert? Comment tu peux l'utiliser, toi, en tant qu'entrepreneur? Alors, généralement, le design thinking, c'est utilisé au sein d'entités, donc souvent, c'est avec des équipes. Moi, quand j'interviens, c'est auprès d'équipes, mais ça marche également auprès de founders. Donc, moi, par exemple, en tant que fondateur de start-up, j'utilise le design thinking sans forcément avoir une équipe. C'est-à-dire, j'utilise la méthode tout seul, dans mon coin, en faisant le truc. Alors, des fois, je fais intervenir mon associé, mais généralement, voilà, j'utilise la méthode, je passe par les différentes étapes du design thinking, et ensuite, je fais des boucles, je reviens au début, et je repars, etc., etc. Donc, le design thinking, souvent, on va te donner 5 étapes, comme si c'était des étapes, alors que pas du tout, en fait, pas du tout des étapes. En fait, c'est juste des points à aller clarifier à chaque fois. Mais en fait, à chaque fois, tu peux revenir sur des points en te disant, ah, ok, ça fonctionne pas, on va revenir là, refaire, avancer là, refaire, etc. Donc en fait, pour moi, c'est 5 steps, mais en fait, tu peux démarrer comme tu le souhaites. Par exemple, je vais te donner, raconter un petit peu l'histoire de Member, comment ça a commencé. Member, ça a commencé où en fait j'ai eu une prise de conscience donc il n'y a pas plus tard qu'il y a 9 mois, en discutant avec des entrepreneurs et notamment avec des entrepreneurs avec qui je travaillais et que j'accompagnais, où il y avait toujours cette problématique de communauté en ligne, de ouais ok je voudrais monétiser ma communauté, mais quand on regardait un petit peu, bon, on a fait des benchmarks hein, sur internet, et en testant un petit peu les outils, on était un peu déçus. En tout cas moi je trouve que ça répondait pas vraiment à ce qu'on voulait. Souvent, c'était des solutions américaines. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et là, je me suis dit, tiens, est-ce que du coup, il n'y a pas une opportunité? Parce que vu qu'avec mes clients, on voyait que ouais, c'était pas foufou, quoi, on va dire, en termes de design. Sachant que moi, pour la petite histoire, à la base, je suis designer. Donc avant d'être entrepreneur et coach, j'étais designer. Donc j'ai pas toujours été coach ou entrepreneur ou facilitateur, j'ai été designer, directeur artistique, UI designer, UX designer, donc ça c'était mon métier avant. Et aujourd'hui maintenant je suis entrepreneur et coach et facilitateur, comme je te disais. Et donc le design prend une place très importante en tout cas dans ma vie, dans ma façon de voir l'entrepreneuriat. Là, c'est pas un ingénieur qui te parle, c'est pas un entrepreneur du web qui te parle. Non, c'est un designer produit qui te parle, qui est devenu entrepreneur et qui aujourd'hui monte des projets, des boîtes, etc. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de mon histoire, hein. Donc voilà, en tout cas,
si tu connais un petit peu le design thinking, tu as ces 5 étapes. La première étape déjà, c'est l'empathie. C'est que tu vas essayer de discuter en fait avec tes clients. Donc ça c'est le premier point. Il y a des entrepreneurs qui viennent me voir, ils me disent ouais j'ai une idée, machin, etc. Je leur dis bah, est-ce que tu as été parler aux gens? Non. D'accord. Bah déjà va parler aux gens en fait. Donc la première étape c'est design thinking, première étape empathie. Donc tu as une idée, donc par exemple c'est ce qui s'est passé pour nous. Idée en disant ok communauté en ligne, etc. Et ben du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un appel. Donc sur les réseaux sociaux, je dis voilà, j'aimerais échanger avec des entrepreneurs qui souhaiteraient développer une communauté en ligne et la monétiser. Et puis j'ai eu des personnes qui m'ont contacté. Ah bah oui, moi ça me parle, c'est quelque chose qui me parle. C'est voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les solutions machin. Hop, on fait un rendez-vous. Alors il y a des rendez-vous ça a duré 30 minutes. Il y a des rendez-vous ça a duré 3 heures. Voilà, après, libre à la personne. L'idée, c'était vraiment d'échanger. Vraiment, j'apporte aucune solution, en fait. Juste, parle-moi de toi, quoi. Vraiment, je t'écoute. Écoute active. On pose des questions, on essaie de comprendre, etc. Un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Voilà, on se met en humilité. C'est pas je suis entrepreneur, j'ai une idée, mon idée est révolutionnaire. Non, non, non. Tu te mets en humilité, en empathie, et t'écoutes la personne. Tu poses des questions. Tu dis, ok. Déjà, et ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que ce problème, donc le genre de situation que tu as envie de résoudre, est-ce que ça te tient à cœur de la résoudre? Déjà, tu vas le voir tout de suite, c'est si tu vas contacter les gens te parlent de leurs problèmes, si tu es en mode ouais, bon, t'as tes problèmes, moi ça me parle pas, bah en fait, va pas créer un business là-dedans. Donc déjà, ça va t'aiguiller tout de suite. Mais quand tu vas vraiment te mettre en empathie avec ces personnes-là, il n'y a pas besoin d'avoir des questionnaires, de faire des sondages, etc. Non, non, non. Simple, 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 simple. Le design thinking, c'est simple. Empathie. Il y a les réseaux sociaux, tu vas trouver des gens qui ont ce genre de problématiques. Tu fais des appels avec eux. Ou alors, si tu as la flemme de faire des appels, juste t'échanges avec eux par message. Ok, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ça, un petit peu de ça? J'ai rien à te vendre en fait. Genre en fait c'est juste j'essaye de comprendre. C'est juste j'essaie de te comprendre quoi. Donc ça c'est la première étape, c'est l'étape d'empathie. Et aujourd'hui tu peux le faire toi demain, une idée de start-up. Ah tiens je voudrais avoir une start-up qui, je sais pas, pour aider les gens à faire ça, ça, ça. Ok, bah va voir déjà si les gens ont ce problème-là. C'est le premier point. Et puis est-ce qu'ils payent déjà des choses aujourd'hui pour résoudre ce problème? Si aujourd'hui ils ont ce truc-là mais ils vont pas forcément agir dans ce sens-là, bah c'est que c'est peut-être pas si important que ça pour eux. Moi j'avais échangé par exemple avec un start-upper qui souhaitait développer une IA te permettant d'éviter le gaspillage alimentaire, notamment avec le fait de prendre en fait ton frigo en photo, l'IA arrive à détecter la nourriture et en fait il va pouvoir te dire ok bah voilà les plats que tu peux faire et comme ça tu vas éviter au maximum le gaspillage alimentaire, sachant qu'il te demandait aussi de scanner la date de péremption, donc comme ça il pouvait te dire tout de suite qu'est-ce qui était intéressant ou pas de faire en fait avec ça. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça te parle en tout cas à ce niveau-là. Donc d'un côté l'empathie, ensuite je lui avais dit par rapport à cette histoire-là, en fait d'aller parler avec ses clients quoi. Et je lui dis, mais est-ce que tu as été voir des gens? Est-ce que tu as été leur poser des questions pour savoir est-ce que c'est une réelle problématique ou est-ce qu'au contraire, c'est pas vraiment une problématique, c'est plutôt, on va dire, un gadget, tu vois. C'est là où tu vas voir que si ton produit, ton service, est-ce que c'est accessoire ou est-ce que c'est indispensable ou c'est important pour la personne? Je te renvoie vraiment à ma vidéo où je te parle du système de valeurs et du système de croyances, parce que ça se complète aussi, où tu vas vraiment comprendre qu'est-ce qui est important pour la personne, qu'est-ce qui apporte de la valeur à la personne, parce que si c'est pas important pour la personne ne va pas forcément acheter quoi. Donc ça c'est donc premier point, ça c'est l'empathie. Ensuite tu as ce qu'on appelle la définition. Donc la définition c'est quoi? C'est une fois que tu as fait ce travail d'empathie, donc tu as travaillé avec cette personne-là, tu as défini, voilà, tu as questionné, etc., tu vas pouvoir définir quelles sont les problématiques. Donc en fait, c'est qu'est-ce qui est important pour cette personne, qu'est-ce qu'elle souhaite résoudre comme problématique. Donc moi, j'aime pas parler vraiment de problématique parce que souvent avec le mot problème, souvent on croit que c'est catastrophique. Alors que c'est pas forcément catastrophique. En fait, c'est le niveau d'importance. Pour moi, j'appelle ça la top priorité.
Moi, je n'appelle pas ça problème, j'appelle ça la priorité de la personne. C'est ce qui est important pour elle. J'appelle pas ça problème, tu vois. C'est, par exemple, alors après, ça dépend comment tu le tournes, mais moi, j'aime bien parler de priorité pour la personne. Donc, qu'est-ce qui est important pour la personne? Et c'est là où elle va investir son temps, elle va investir son argent dans ton entreprise parce que c'est important pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en effet, c'est important pour elle parce que c'est problématique, mais souvent, derrière le mot problème, moi, personnellement, j'avais du mal à comprendre. Ça veut dire quoi résoudre un problème? Mais en fait, pour moi, c'est surtout apporter quelque chose par rapport à ce qui est important pour la personne. Donc, est-ce que, par exemple, pour cette idée de start-up, le fait pour la personne de scanner éviter le gaspillage alimentaire, de savoir par rapport aux dates de péremption, etc., est-ce que c'est important pour la personne de le savoir? Est-ce que cette solution lui apporte vraiment quelque chose? Est-ce que c'est vraiment important pour elle dans sa vie de l'avoir? Si c'est pas important pour elle, elle ne va pas l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Et donc quand j'ai échangé avec cet entrepreneur, en fait, je lui ai expliqué que son outil n'était pas pour du B2C, mais pour du B2B. Donc des fois, tu peux avoir une idée de solution, mais en fait, elle n'est pas adressée aux bonnes personnes. Et je lui dis, je pense que là, ce que tu dis, ça peut intéresser les restaurateurs, parce que souvent, il y a la perte alimentaire, comment gérer tout le flux entrant, sortant de la nourriture, machin. Je lui dis ça, je pense que ça peut être intéressant pour ces personnes-là. Donc ça veut dire, donc je lui ai dit, ben, va voir des restaurateurs, propose-leur d'échanger pendant 20-30 minutes sur cette problématique-là, sur cette chose-là, essaye de voir déjà si c'est important pour eux. Qu'est-ce qu'ils utilisent déjà aujourd'hui? Donc il m'a dit, ah oui, oui, ils utilisent déjà des solutions. Ok, bah essaye de voir avec eux quelles sont les solutions qu'ils utilisent déjà, qu'est-ce qu'ils aiment bien dans ces solutions, qui leur apportent de la valeur, qui les satisfait, ok. Mais il y a peut-être des choses qui sont aussi importantes pour eux, mais qu'ils n'arrivent pas à retrouver dans l'interface. Donc par exemple, ce qui peut être important pour ces personnes-là, c'est d'avoir quelque chose où en 2 clics, le truc s'apparaît et c'est facile. Alors que là, aujourd'hui, peut-être que les solutions actuelles, c'est très compliqué, il faut scanner, machin, enfin voilà, il y a peut-être un process qui est très compliqué. Et je dis peut-être que tu peux simplifier ce truc-là, donc ça va leur apporter encore plus de valeur. Donc voilà, et ça, c'est des choses que tu vas pouvoir définir vraiment dans la première étape de design thinking qui est l'empathie, donc aller discuter avec les personnes, et ensuite identifier vraiment qu'est-ce qui est important pour elles. Et là, tu vas pouvoir vraiment définir qu'est-ce qui est important pour ces personnes-là. Par exemple, nous, members, moi au démarrage, je pensais juste ce qui était important pour les gens, c'était de créer une communauté hors réseaux sociaux. Ça, pour moi, je m'étais dit ça. Et puis en échangeant avec les personnes, en fait, ce qui est un deuxième point d'importance, c'est la monétisation. C'est comment je gagne ma vie avec ma communauté, comment je monétise ma communauté. Donc aujourd'hui, tu peux avoir un channel Discord et puis à côté vendre des abonnements, etc. Mais des fois, c'est pas connecté, bref, c'est un peu galère. Après, il y a d'autres solutions où là, tu peux vendre voilà, un espace communautaire payant. Mais en fait, généralement, et ça, c'est ce que je vois, tu as un espace que tu peux euh, donner gratuitement et après, tu peux ouvrir des channels ou des espaces à l'intérieur de l'espace où là, c'est des espaces payants. Mais je me dis, c'est dommage de devoir dire aux gens, bah, tu payes 50 € par mois pour juste avoir un espace en plus ici, alors que c'est carrément mieux d'avoir carrément un espace complet qui est totalement fermé pour les non-membres. Et là, à l'intérieur, bah, tu peux accéder à certains membres, voir qui fait partie de cet espace-là, etc. Qui aujourd'hui, c'est pas le cas, ça fonctionne pas comme ça. Donc voilà, et bref, il y a plein de choses comme ça qu'on s'est dit, et en discutant avec les gens, on s'est rendu compte que bah là, c'est tout bête, mais des fois, par exemple, les gens, c'était bah, en fait, le côté channel, tu vois, de Slack ou de Discord, ça plaît pas plus que ça. Le côté post Facebook, tu sais, les gros posts, ça plaît pas tant que ça. Et moi, ce qu'on me disait, donc ça c'était les verbatim qu'on avait eu, hein, donc c'est les verbatim, c'est ce que les mots, moi, j'ai enregistré, j'ai réécouté plusieurs fois les entretiens, et ça, des entretiens, j'en ai fait plus d'une trentaine. Et en fait, je réécoutais, parce que des fois, sur le moment, tu captes pas tout, et quand tu réécoutes, tu te dis, ah ouais, je comprends. Et en fait, en tout cas, ce qu'on avait compris, c'était que la monétisation, déjà, c'était quelque chose qui était très important. Et le troisième point qui était important, c'était la spontanéité. Et c'était quelque chose qui revenait souvent, on me disait, ouais, moi, je veux quelque chose de spontané. Et en fait, cette expérience client de spontanéité, où est-ce qu'on la retrouve? Telegram, tu vois, les channels Telegram où tu as des vocaux, etc. Spontanéité, Telegram. Et Twitter. Twitter, Thread, etc. Donc au démarrage, je me suis dit, bah, est-ce qu'on partirait pas sur un mode Telegram? Tu vois, donc en fait, on a eu une première idée en disant, bah tiens, en fait, ça va être une sorte de Telegram
où les gens vont pouvoir poster. Mais le problème, c'est que ça va être comme un groupe WhatsApp. Pareil, les groupes WhatsApp, ça marche bien, mais le groupe WhatsApp, ça marche quand c'est des petits groupes. Tu vois, quand tu as une dizaine, vingtaine de personnes. Mais dès que c'est un grand groupe, et ben là, le système ne fonctionne plus. Et donc, c'est souvent, après, tu passes sous forme de post. Mais le forme de post, pareil, c'est pas très spontané, ça fait très sérieux. Et donc, en fait, c'est ce qui se fait beaucoup sur le marché. Et là, on s'est dit, comment on peut faire pour faire quelque chose de beaucoup plus spontané, qui incite beaucoup plus les gens à poster comme ça, des choses très très courtes, et pour partager, échanger, etc. Et naturellement, le mode qui semblait le plus cohérent, c'était le microblogging. Microblogging, c'est quoi? C'est Twitter et Thread. Enfin, X et Thread. Sauf qu'aujourd'hui, sur le marché, quand on a observé un petit peu les acteurs du marché, personne ne propose de microblogging sur un réseau social privé de communauté en ligne. De communauté en ligne. Aujourd'hui, ça n'existe pas. On n'a pas trouvé d'acteur qui fait ça. C'est-à-dire que on prend le microblogging de Twitter ou de Thread, on va l'inclure dans une sorte de groupe Facebook. Donc au fait, au lieu que ça soit un groupe Facebook, ça va ressembler à une sorte de thread à l'intérieur, en réseau privé, et qui va être monétisable. Et avec à l'intérieur un espace bibliothèque, où là la personne va pouvoir mettre ses formations en ligne, etc. etc. Pareil aujourd'hui, si tu veux vendre des formations en ligne, on va te dire qu'il faut que tu crées un tunnel de vente. Donc ça veut dire que tu dois dire aux gens, clique sur ce lien et ensuite tu télécharges mon cadeau, etc. etc. Aujourd'hui, on s'est dit, ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, notre vision du futur, ça va être, et ça, la vision elle a été définie avec le design thinking, parce que c'est bien de définir une vision produit, une vision d'entreprise, mais il faut que ça soit corrélé aussi avec tes clients. Parce que si tu imagines une vision produit ou une vision d'entreprise qui est complètement à la ramasse par rapport à ce que le marché a besoin, ton business ne fonctionne pas non plus. Donc c'est pour ça que l'étape de design thinking, elle est vraiment très importante. Et donc en fait, on a vraiment designé tout ce truc-là avec la troisième étape qui s'appelle l'idéation. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est qu'en fait, on a généré des idées. C'est, ok, nous, on voudrait quelque chose de spontané. Ok, donc on s'est dit comment on peut faire pour faire en sorte que ce soit spontané. Donc on a eu cette idée de vocaux, après machin. Et en fait, on a eu plein d'idées comme ça. Et après, on a combiné les idées, mélangé les idées. Donc on appelle ça l'idéation. Le brainstorming, il y a plein de méthodes, etc. qui te permet en fait de combiner des idées. Et nous, aujourd'hui, c'est un mélange de Netflix, c'est un mélange de Kajabi ou tous les systèmes, on va dire, de formation en ligne. C'est un mélange de Reddit aussi, on s'est beaucoup inspiré de Reddit, de Thread, en fait de plein de choses, de groupes Facebook aussi. On s'est inspiré de plein de choses pour faire en sorte de créer quelque chose de nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, ce genre de produit-là n'existe pas sur le marché de la manière dont on l'a conçu. Ce genre de produit n'existe pas pour l'instant sur le marché, parce que c'est un mélange de plein de choses, mais toujours inspiré du client. C'est-à-dire, ok, ouais, par exemple, le côté, ouais, mais moi je voudrais quelque chose de spontané, ok, on comprend directement ce que c'est. Quand par exemple j'ai une personne qui me dit ah ouais, ce qui est chiant c'est que d'un côté j'ai mes tunnels de vente, j'ai mes formations en ligne et d'un côté j'ai mon Discord, c'est vrai que voilà, t'as les deux. Et là en fait c'est pas t'as tes tunnels de vente, tu vends et t'as ta communauté ou tes réseaux sociaux, c'est qu'en fait t'as ta communauté et à l'intérieur tu as tes formations, où tu as tes replays, tes événements, etc. Mais en fait tu crées cet espace, les gens rentrent dedans, tu as un espace gratuit, et puis après tu peux monétiser un nouvel espace qui sera payant. Donc ça va te permettre d'un côté d'acquérir des prospects, les gens vont consommer, se rencontrer, discuter, vont passer du temps dessus parce qu'ils vont rencontrer d'autres personnes, parce que pareil on a mis en place tout un système de rencontres aussi. Alors c'est pas la Tinder mais c'est un système de matching, etc. En fait les gens vont pouvoir se rencontrer, des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, ils vont se rencontrer, ils vont aimer passer du temps là parce qu'ils vont rencontrer des gens intéressants, et toi en même temps, en tant que business, tu vas pouvoir leur suggérer du contenu intéressant. Et après, tu pourras même faire en sorte d'avoir du contenu généré par les utilisateurs et que les utilisateurs puissent monétiser du contenu, et que toi, en tant que business, tu vas pouvoir prendre une commission sur les ventes des contenus proposés par les membres. Donc si par exemple tu as un business sur un sujet et il y a des membres qui sont experts, ils vont pouvoir proposer aussi du contenu au sein de la communauté, gagner de l'argent, mais toi en même temps, vu que toi tu lui apportes les clients, et toi tu vas pouvoir aussi prendre une part de ce que la personne aura proposé comme contenu. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est des systèmes qui aujourd'hui
n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de système comme ça qui existe. En tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas été vu. Mais ça a été imaginé parce que on a discuté avec les gens en disant ah ouais, ça serait bien si on pouvait faire voilà, des partenariats cross-communautaires, etc. Mais tout ça, toutes ces idées-là, c'est pas venu de moi, c'est venu des clients. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça le design thinking. Donc là, je te raconte un petit peu une autre histoire aussi pour t'expliquer comment toi, tu peux l'utiliser aussi. Parce que je pense que c'est bien aussi d'avoir des exemples. Donc tu vois, déjà dans un premier temps, l'empathie. Ok, j'ai une idée de business, voilà, t'as une idée, voilà. Tu dis, tiens, ce serait bien si on pouvait faire ci, faire ça. Ok, bah, je vais aller voir les gens concernés et je vais leur parler de mon idée. Voilà, tu parles de ton idée, tiens, on voudrait faire ci, faire ça. Ah oui, ouais, je sais pas, ça me parle pas trop. Tu vois, et tu vas voir tout de suite le ressenti des gens, la réaction. Après, tu vas dire, ok, mais toi, du coup, ce truc-là, c'est pas important pour toi. Non, moi, non, ça, c'est pas important pour moi. Par contre, ça, c'est important pour moi. Ah, ça, c'est important pour toi et pas ça. Oui, oui, ça. Ah, et là, tu vas dire, ah, mais attends, mais du coup, peut-être que ma solution, je pourrais peut-être l'orienter différemment. Ou peut-être que ma solution, je vais l'orienter pour d'autres personnes, pour pour d'autres types de profils. Tu vois. Et ça, en fait, ça va venir s'affiner au fil du temps. Et le design thinking, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui s'affine au fil du temps. Donc empathie. Ensuite, tu vas définir bah, quel est le problème que tu vas résoudre, ou du moins qu'est-ce que dans quoi tu vas agir, qu'est-ce qui est important pour ton client. Donc tu vas comprendre qu'est-ce qui est important pour ton client, là où il met de la valeur. Une fois que tu as défini ça, tu vas générer des idées pour lui apporter cette valeur-là. Donc là, tu vas générer plein d'idées. Tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ah, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ou sinon, tu vas voir aussi ce que font d'autres personnes dans d'autres secteurs d'activité pour répondre à des problématiques ou des choses qui sont assez proches. Et tu vas t'inspirer. Comme par exemple, nous, on s'est dit, tiens, on voudrait faire quelque chose de spontané. Dans les communautés en ligne, aujourd'hui, c'est pas spontané. Bah tiens, on va voir ce que fait Telegram ou Thread, parce qu'aujourd'hui, c'est très spontané. Et en fait, on va prendre ça et l'inclure dans notre solution. Tac. Et ça, aujourd'hui, ça crée de l'innovation. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est pas innovant, ça existe déjà. Oui, mais en fait, l'innovation, c'est un mélange de plein de choses, tu vois. Et c'est ça qui fait qu'après, tu vas proposer quelque chose de nouveau pour tes clients qui vont leur apporter de la valeur, tu vois. Et qui fait qu'après, tu vas créer ce qu'on appelle un océan bleu, où là, en fait, tu vas te retrouver avec quasiment très peu de concurrence parce que ce que tu proposes est unique. C'est-à-dire que c'était avec quelque chose qui personne d'autre ne le fait. À part si demain quelqu'un fait copier-coller et te copie ce que tu fais. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ce que tu vas proposer va être totalement unique sur le marché, comme par exemple le microblogging en réseau privé, par exemple. Après, tu vas dire, ouais, mais demain, quelqu'un peut te copier. Bien sûr, mais il y aura toujours à manger sur le marché. Tant qu'il y aura des clients, oui, certes, quelqu'un pourra très bien nous concurrencer, mais nous, on va continuer à innover. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est ça aussi le but, c'est l'innovation, c'est ça, c'est toujours en continu. Et on continuera à faire du design thinking. Parce que le design thinking, c'est ça qui fait que tu vas faire de la recherche et du développement. Donc, empathie, niveau d'importance, problématique, idéation, créer des idées. Et ensuite, tu vas les prototyper. Donc, c'est-à-dire que tu vas, une fois que tu as ton idée, tu vas le mettre sous forme de prototype. Donc après, ça dépend ce que tu proposes. Est-ce que c'est un design, est-ce que c'est un produit physique, un produit numérique, etc. Mais l'idée, c'est de faire un prototype. Et ensuite, d'aller voir les personnes que tu as été voir et de leur suggérer. Donc souvent, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un premier prototype par rapport à ce que j'ai discuté avec les gens. Et ils m'ont fait leur retour en disant ouais, ça je vois pas trop l'intérêt. Et par exemple, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit moi au démarrage, je pensais pas que c'était important pour les gens qu'il y ait une messagerie interne. Parce que je m'étais dit ouais, mais de toute façon, il y a les réseaux sociaux, les gens vont mettre leurs réseaux sociaux et il n'y a pas besoin de messagerie interne. Voilà. Ça, c'était ma réflexion. Et quand j'ai suggéré mon prototype où il n'y avait pas du coup cette messagerie interne, j'ai eu 3 personnes qui m'ont dit mais il n'y a pas de messagerie interne. Et j'ai dit bah non, tu peux contacter les gens via leurs propres réseaux sociaux. Et on m'a dit ah non mais s'il n'y a pas ça, pourquoi pourquoi je le payerais en fait? C'est quoi l'intérêt? Et j'ai eu 3 personnes qui m'ont dit ça. Quand t'entends ça, bah tu sais très bien que déjà c'est pas un cas isolé, parce que sur 5 personnes t'en as 3. Généralement, il faut tester avec 5 personnes d'ailleurs. 5 personnes, ça te permet d'identifier. C'est pour ça qu'en général, je demande 5 personnes. Donc vraiment toujours 5 personnes. Et sur 3 personnes, sur 5, il y en a 3 qui nous disent 3 personnes qui nous disent s'il n'y a pas de messagerie de chat en interne, un peu à la Messenger, à l'intérieur du produit, j'achète pas. C'est rédhibitoire. Ouf, ok. Donc là, on s'est dit bon, bah voilà, on a écouté le client, on va installer la messagerie en interne et on va voir comment on peut l'utiliser, comment on peut peut-être
proposer quelque chose de différent aussi au niveau de la messagerie. Donc voilà, et ça, donc une fois que tu as fait le prototype, tu vas ensuite tester. Donc tester, c'est quoi? C'est que tu vas suggérer le prototype, tu vas faire un test utilisateur. Une fois que tu vas faire le test utilisateur, tu vas trouver qu'est-ce qui est... voilà, la personne va tester. Donc souvent, tu peux passer par Figma, après ça dépend de ce que tu fais comme type de projet. Et la personne va l'essayer, va faire un premier essai, ou alors elle va s'imaginer, elle va se projeter dans la solution, elle va dire ouais, ok, je fais ci, je fais ça, ok. Quand tu cliques là, et si je clique là, il se passe quoi? Il va se passer ça, ok, d'accord. Et tout de suite, tu vas prendre du feedback. Et ensuite, ça va t'aider, tu vas pouvoir revenir à l'empathie, mieux définir qu'est-ce qui est important pour la personne. Peut-être parce que, ok, elle va tester ça, elle va dire ok, c'est bien. Mais dans la pratique, elle va dire ah oui, mais c'est dommage là, parce que moi j'aimerais bien faire ça. Mais oui, c'est bien ton truc, mais moi, clairement, dans mon utilisation, je vais vouloir faire ça. Ah ouais, nous, on l'a pas prévu. Bon, du coup, on va le prévoir, tac, et on va retrouver des nouvelles idées. On va l'implémenter, le retester. Et tu vois, c'est tout un parcours comme ça, très itératif, pour qu'à la fin, tu te retrouves avec un produit qui a été bien designé, que les personnes vont le tester et vont dire waouh, j'adore. Ah, je veux faire ci, je veux faire ça. Ah, mais c'est trop bien, tac, tac, tac. Et là, en fait, ils vont avoir la fameuse satisfaction client de se dire ça correspond exactement à ce que je recherche. Ça correspond à ce que je veux, à ce qui est important pour moi. Voilà, j'aimerais faire ça, 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 ça. Et en fait, ça me permet de le faire. Ou ça me permet voilà, d'atteindre certains objectifs, d'une certaine aspiration. Mais dans tous les cas, c'est toujours basé sur qu'est-ce qui est important pour la personne. Je te renvoie toujours à ma vidéo où je parle du système de valeurs et du système de croyances. Et une fois que tu as designé ça, ensuite, moi ce que je fais en général, c'est que je fais des préventes. C'est-à-dire je dis aux gens, je fais le design et ensuite je dis voilà, si tu le veux, tu payes, tu peux acheter la solution. Elle n'existe pas, mais tu peux la prévendre. Donc tu peux faire du crowdfunding, comme tu veux. Mais en tout cas, tu fais en sorte que les gens achètent cette solution et tu leur dis tu l'achètes maintenant, tu l'auras peut-être dans un an, tu vois, ou dans 6 mois, le temps de développement. Après, les gens ne sont pas pressés en général. Ça, c'est pareil, c'est un mindset aussi à avoir, c'est de se dire, en fait, les gens ne sont pas pressés, tu leur dis que ça va arriver, ils ont payé, et au pire, si vraiment ils ne sont pas contents, tu les rembourses, en fait, tu vois, tout simplement. Et nous, c'est ce qu'on a fait, on a dit, voilà, si vous voulez accéder à la bêta, vous pouvez uniquement y accéder avec, donc c'est 29 €, et ensuite, ça va être crédité dans une cagnotte, et ils vont pouvoir utiliser ces 29 € pour payer leur premier mois d'abonnement, une fois qu'ils vont atteindre le seuil pour atteindre le premier mois d'abonnement, parce qu'on aura un plan gratuit aussi, parce que ça on en a parlé aussi, la tarification, il y en a ils utilisaient déjà, mais ils n'étaient pas satisfaits de la tarification, c'était pas équitable, pas intéressant pour eux, etc. Et tout ça on a écouté, et ensuite on a designé d'un côté notre proposition de valeur, l'offre, le design du produit, mais pas que, parce qu'il y a aussi le business model qui a été designé vraiment pour ces personnes-là. Notamment, alors ça c'est quelque chose aussi qui revenait souvent, et ça j'en ai pris conscience aussi, c'est quand tu fais beaucoup de paiements Stripe, notamment quand tu as une société, ça te fait beaucoup de lignes comptables quand tu as des paiements Stripe, si tu fais beaucoup de paiements, et donc là ça peut être très très lourd en termes de... au niveau comptable, et donc en fait là l'idée c'est qu'on va pouvoir tout centraliser, la personne va récupérer l'argent, va pouvoir exporter un fichier comptable pour l'envoyer à son comptable, mais va pouvoir se faire des virements, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil de gain, elle va pouvoir prendre son IBAN et se verser l'argent directement sur son compte dès qu'elle le souhaite, grâce à un système de cagnotte, enfin avec un système, ce qu'on appelle de e-wallet. Et aujourd'hui, quand on a regardé un petit peu les solutions, aujourd'hui ça se fait pas trop, en tout cas dans le secteur des communautés en ligne, c'est quelque chose qui ne se fait pas trop non plus. Donc voilà, l'idée c'était aussi de te parler un petit peu dans cette vidéo, c'est quoi le design thinking, comment l'appliquer à travers un cas qui est mon histoire, mon exemple à moi, pour t'expliquer comment nous on a fait pour développer, on va dire, un projet innovant, dans le sens où on prend un besoin client et on va tenter d'innover, de proposer quelque chose de nouveau sur le marché. Et le design thinking vraiment te permet de faire ça. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes dire il faut lancer un MVP rapidement, il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le lean startup. Mais il y a quelque chose que les gens, quand je dis les gens, je généralise, mais la majorité des gens ne comprennent pas. L'idée, c'est pas de lancer un MVP rapidement. L'idée, c'est de faire du design thinking rapidement. En fait, c'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est que déjà, il y a l'étape de design thinking, et ensuite, après, tu as l'étape de lean startup.
Mais c'est pas le Lean Startup. C'est déjà le Design Thinking et ensuite le Lean Startup. Et ça, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se plantent parce qu'ils ne font que du Lean Startup. Parce qu'ils connaissent que le Lean Startup. Mais en fait, les deux sont complémentaires. Là, on est sur une étude du problème et on essaie de comprendre est-ce qu'on est en train de résoudre le problème et est-ce qu'il y a un marché, est-ce que les gens sont prêts à acheter. Donc le design thinking, c'est créer ce que les gens veulent et comment on peut proposer quelque chose de mieux sur le marché. Ça, c'est le design thinking, ok? Le lean startup, ça va être de créer le fameux MVP, le produit minimum viable, ou le PMV, si on veut le dire en français, c'est vraiment créer un produit minimum qui va permettre de satisfaire les premiers clients, les premiers utilisateurs. Donc il n'y aura peut-être pas toutes les fonctionnalités, il n'y aura peut-être pas le design finalisé, etc. Mais on peut proposer la V1 du produit qui va être à un niveau de satisfaction en disant franchement il y a ce dont j'ai besoin, ce que je recherche, etc. Et il y aura déjà une première satisfaction, un premier retour client qui va être positif, tu vois. Mais tout ça, ça va vraiment être au niveau du Lean Startup. Et après, tu fais la boucle. Tu récupères les feedbacks, tu as les bêta-testeurs et tu améliores le produit. Et après, une fois que tu as amélioré ta bêta, que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de bugs, etc., là, tu fais une commercialisation en public. Où là, tu as tout le marketing, la com, le machin, les partenariats, les influenceurs, les trucs. Et après, là, tu rentres, tu peux après monter une équipe, lever des fonds, et là, tu es en méthode agile, par exemple. Donc, en fait, tu as vraiment ces trois étapes-là qu'il y a beaucoup de start-upers, beaucoup d'entrepreneurs qui ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y a le design thinking, le lean startup, et ensuite la méthode agile. En tout cas, si tu es dans des produits innovants, des produits technologiques, etc. Mais je vois beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent directement soit en méthode agile, parce que c'est ce qu'ils connaissent, donc ils rentrent tout de suite dans des cycles de développement, etc. Alors qu'en fait, ils n'ont même pas été voir leurs clients. Donc ça, je vois des gens, plein de startups qui se plantent parce qu'ils font directement la méthode agile, donc ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il y a des entrepreneurs qui se lancent directement dans le Lean Startup parce qu'ils ont lu le livre de Eric Rice sur Lean Startup, donc ils se lancent dans le Lean Startup. Le problème, c'est qu'ils n'ont toujours pas fait d'études de design thinking, en fait. Ils n'ont pas fait de tests, ils n'ont pas fait de prototypes, ils n'ont pas fait d'itération, d'idéation, il n'y a pas eu tout ce mode de design thinking avant, et donc en fait ils se lancent directement dans le Lean Startup. Donc si aujourd'hui toi tu es entrepreneur, start-upper, peu importe de ce que tu veux proposer quelque chose d'innovant sur ton marché, vraiment innover sur ton marché, fais du design thinking. Je t'invite vivement à aller te renseigner sur le design thinking, à apprendre ce que c'est, pour implémenter le design thinking. C'est un mindset en fait. Je parle beaucoup de mindset, et d'ailleurs je te renvoie à ma vidéo où je parle de mindset, notamment du processus mindset que j'utilise et que je donne aussi à mes clients pour développer leur activité, leur entreprise, leur projet, même leur projet artistique. C'est un mindset, donc là je t'invite vraiment à le faire. Et ça vient en complément d'ailleurs du design thinking parce que je l'utilise en même temps que le design thinking. C'est-à-dire que je définis le problème, j'imagine dans mon esprit que le problème est déjà résolu et c'est mon subconscient qui va me donner l'idée. Souvent c'est venu mon intuition qui m'a donné l'idée pour innover dans le design thinking. Donc les deux sont complémentaires, souvent les deux ne se parlent pas, parce qu'on a d'un côté le travail sur le subconscient et le design thinking. En fait, les deux peuvent travailler ensemble. Tu utilises la méthode du design thinking et en même temps, tu utilises les méthodes de mindset dont je te parle dans ton processus de design thinking et tu vas voir, c'est très 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 puissant quand tu cumules les deux. D'un côté, une méthode de créativité et ensuite le subconscient qui te permet de générer des nouvelles idées qui ne viennent pas de ta tête mais d'un espace autre, un espace infini. Voilà, c'est un appelle l'intuition. Et donc ça va venir te donner de nouvelles idées, peut-être que tu aurais, qui vont popper dans ton esprit, que tu n'aurais pas eu dans une réflexion rationnelle, etc. Tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, je t'invite à te renseigner sur le design thinking, aux 5 étapes du design thinking. Là, je t'ai partagé comment nous, on l'a fait de notre côté, comment on a réussi à l'implémenter. Honnêtement, la première version qu'on a eue au début n'a rien à voir avec la version que là, on est en train de finaliser aujourd'hui. Et je vois beaucoup de start-upers qui se lancent, qui sont beaucoup dans le MVP, on lance vite, 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 vite. Ils n'ont pas de vision produit, ils n'ont pas de vision business, alors que dans le design thinking, c'est là où tu vas pouvoir définir ta vision produit et ta vision business directement avec le design thinking. Tu peux l'appliquer vraiment sur n'importe quoi, sur la création d'une offre, sur la création d'un business, sur la création d'une vision business. Moi, j'utilise avec mes clients, quand on travaille aussi sur la vision, il y a beaucoup le design thinking que j'utilise un peu en tâche de fond.
Donc moi, c'est une de mes spécialités. Je suis facilitateur en design thinking, comme je te disais. Donc vraiment, je t'invite vivement à te renseigner sur la méthode, à suivre ces différentes étapes que tu peux toi-même faire, c'est-à-dire aller voir les clients, définir ce qui est important pour eux, créer des nouvelles idées, d'itérer, de faire des méthodes ce qu'on appelle des méthodes mindset. Là, je t'invite vivement à aller dans la barre de description pour générer des nouvelles idées. Et j'ai fait une capsule récemment sur comment le subconscient peut t'aider à trouver des solutions à tes problèmes, mais aussi aux problèmes de tes clients. Voilà. Donc je t'invite vivement à aller le voir. Et après, tu vas implémenter. Pas besoin de coder, pas besoin d'aller voir un fournisseur. Non, tu peux faire vraiment quelque chose de simple, de basique. Tu peux juste créer une page. Si tu cherches créer juste une page de prévente, etc. Je t'invite à aller sur ma chaîne. J'ai fait des vidéos sur system.io. Ça te permet vraiment de créer des pages de présentation de ce que tu fais. Moi, j'utilise System.io au quotidien pour capturer les emails, envoyer des emails, voilà, faire des pages de présentation. Si j'ai une idée que je voudrais suggérer, hop, je crée une page, etc. C'est gratuit, il y a un plan gratuit, tu peux l'utiliser, ça te permet vraiment de faire ce que tu souhaites. Si tu souhaites vendre, même pré-vendre, moi c'est ce que j'utilise pour les pré-ventes, j'utilise System.io pour les pré-ventes et ça marche très très bien aussi. Donc d'un côté, voilà, en tout cas j'espère que tu comprends un peu mieux pourquoi le design thinking c'est important. En tout cas pour moi, si tu es entrepreneur, le design thinking, je t'invite vivement à l'implémenter. Si aujourd'hui tu souhaites développer une boîte, être innovant, c'est-à-dire créer ce fameux passer de l'océan rouge à l'océan bleu, utilise le design thinking et ne rentre pas tout de suite dans ce mode de lean startup, rentre déjà dans le design thinking parce que tu vas voir ce que tu vas générer avec le design thinking est beaucoup plus intéressant des fois que ce que tu peux apprendre en tout cas par rapport au MVP, parce que je vois beaucoup de personnes qui font un MVP et en fait ils se plantent totalement d'hypothèses et de MVP et donc en fait ils sont obligés soit de recoder quelque chose, de refaire quelque chose. Et des fois, créer un MVP, donc un produit minimum, ça coûte de l'argent, ça prend beaucoup de temps. Alors qu'en fait, le design thinking te permet de faire quelque chose de beaucoup plus rapide. On est beaucoup moins dans la matérialisation, on est beaucoup plus dans les idées que dans la matérialisation. Et une fois que tu as validé la matérialisation, ensuite tu passes à l'étape de matérialisation, donc le fameux MVP. Et comme ça, c'est là où tu augmentes tes chances énormément, mais vraiment tu augmentes drastiquement tes chances de succès de ton produit, de ton service que tu souhaites proposer, en tout cas service innovant, je parle, que tu souhaites proposer à tes clients. Voilà, j'espère que ça t'a plu, sachant que l'innovation, je pense que j'en ferai d'autres vidéos, il y a plusieurs types d'innovation, il y a plus d'une dizaine de types d'innovation, mais je pense que je te ferai des vidéos un peu plus sur le sujet si en tout cas ça t'intéresse. Je parle beaucoup de mindset, mais je parle aussi d'innovation, et l'innovation c'est un mindset, clairement, et ça permet de se réinventer en tout cas au niveau de son état d'esprit, de voir les choses différemment que le voisin qui lui il a un mindset peut-être trop fermé, trop académique, et toi tu as un mindset beaucoup plus ouvert et tu vas voir des choses et ta créativité, moi je travaille beaucoup avec des entrepreneurs créatifs, ta créativité elle va vraiment en prendre un coup. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire voilà, si tu utilises déjà le design thinking, est-ce que tu es plutôt en lean startup, méthode agile, est-ce que tu utilises le design thinking dans ta boîte en fait. Voilà, je t'invite à me dire en commentaire. Et si aujourd'hui le design thinking c'est quelque chose que tu veux implémenter et tu souhaites faire appel à un facilitateur, eh ben, n'hésite pas à m'envoyer un message, on pourra voir ensemble qu'est-ce que je pourrais t'apporter en termes de méthodologie de design thinking dans ta boîte, parce que c'est mon job aussi. Voilà, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.